Bonjour à tous, merci d'écouter VOA Afrique. C'est votre santé, votre avenir qui commence. Votre santé, votre avenir, c'est votre magazine d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. À ce micro, c'est Rosine Mounezero et Mamadou Mfa est avec moi dans ce studio pour la coprésentation. Bonjour Mamadou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, dans Votre santé, votre avenir, nous parlons de la déshydratation. Il s'agit d'un état dans lequel se retrouve le corps humain lorsque l'organisme perd ou a perdu une certaine quantité de liquide. Nous le verrons, les conséquences de la déshydratation sont souvent fâcheuses. Dès qu'il y a déshydratation, il y a des organes qui en souffrent. C'est entre autres le rein. Nous avons aussi le système cardiovasculaire. Au-delà d'un certain seuil, le malade peut même en mourir. Nous parlerons également des causes de la déshydratation, des causes qui peuvent être liées à des maladies ou à des conditions climatiques. Les cas de déshydratation sont enregistrés, notamment quand on a une gastro-entérite, quand on perd beaucoup d'eau. Aussi, quand on est dans une période de sécheresse comme ça, on perd beaucoup d'eau pendant la transpiration. Quelle est l'importance des liquides dans l'organisme? Comment faire face à la déshydratation? Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et l'actualité santé aujourd'hui, c'est avec Félix Yepassi Zembrou. Bonjour Félix. Bonjour Mamadou. Commençons par l'épidémie d'Ebola déclarée par les autorités congolaises. C'était le 8 mai dernier. Quel est le bilan le plus récent sur le terrain? À en croire la situation épidémiologique dressée par le ministre congolais de la Santé le 16 mai dernier, l'on a recensé 44 cas parmi lesquels 21 cas suspects, 20 cas probables et 3 cas confirmés. Il faut noter que les 20 cas probables reprennent tous les décès notifiés pour lesquels il n'a pas été possible d'obtenir des échantillons biologiques pour confirmation au laboratoire. La maladie reste localisée dans la province de l'Équateur mais affecte désormais 3 zones de santé. Plus de 300 personnes auraient eu des contacts directs ou indirects avec des malades d'Ebola à Mbandaka, une ville de plus de 1,2 million d'habitants, a-t-on appris de sources médicales. Et pour lutter contre la maladie, l'Organisation mondiale de la santé a envoyé plus de 5000 doses de vaccins. Tout à fait, un lot de 5400 doses de vaccins contre Ebola en provenance de Genève, le siège de l'OMS, ont été réceptionnés le 16 mai dernier par les autorités congolaises. Ces vaccins sont encore conservés à Kinshasa. Les autorités congolaises entendent les acheminer dans la zone touchée par la maladie une fois qu'elles auront préparé la chaîne du froid pour mieux conserver les 10 vaccins. L'ONG Oxfam a annoncé avoir rendu disponible un montant initial de 68 000 $ pour lutter contre l'épidémie. L'OMS a jugé élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en RDC. Son directeur général, le Dr Tedros Adhanom, s'est rendu le 13 mai dernier dans la zone de Bikoro, touchée par la maladie. Au terme de sa visite, il a espéré une meilleure issue à cette nouvelle épidémie d'Ebola en RDC. Espérons-le aussi. Parlons à présent de l'épidémie de listériose qui frappe l'Afrique du Sud depuis le début de l'année 2017. L'on en est désormais à plus de 200 décès. Depuis janvier 2017, en effet, au moins 204 personnes sont mortes de listériose, a indiqué l'Institut sud-africain des maladies contagieuses le 17 mai dernier. Toutefois, depuis l'identification de la source de l'épidémie et le rappel des produits concernés, le nombre de cas de la maladie a considérablement baissé. Selon un communiqué du gouvernement, le nombre de cas diagnostiqués chaque semaine a baissé, mais 1033 personnes au total ont contracté la maladie. Et puis rappelons, Félix, que la listériose est une maladie infectieuse d'origine alimentaire. Effectivement, c'est une maladie causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux et qui peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer. Les autorités sanitaires avaient annoncé en mars avoir localisé la source de la bactérie dans une usine de la compagnie Enterprise Food, propriété du groupe Tiger Brands, à 300 km au nord-est de Pretoria. Cette usine produit notamment des saucisses prisées des consommateurs sud-africains. Les autorités sud-africaines avaient immédiatement ordonné le rappel des produits concernés dans tout le pays. Plusieurs pays voisins ont suspendu partiellement par précaution leur importation de viande produite en Afrique du Sud. Selon les Nations Unies, l'épidémie survenue en Afrique du Sud est considérée comme la plus importante jamais recensée dans le monde. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Parlons maintenant de la journée mondiale contre l'hypertension artérielle. C'était le 17 mai dernier. Une occasion de rappeler que c'est l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Oui, Mohamedou, c'est en 2005 qu'a été décrétée la journée mondiale contre l'hypertension artérielle. Une célébration organisée le 17 mai de chaque année par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Le but de cette journée est de communiquer au public l'importance de l'hypertension, la gravité de ses complications médicales et de fournir des informations sur sa prévention, sa détection et son traitement. Selon l'OMS, dans le monde, plus d'un adulte sur 3 souffre d'hypertension artérielle, une maladie responsable de plus de 9 millions de morts chaque année. 9 millions de morts, un chiffre énorme. Et que recommandent les experts pour éviter l'hypertension artérielle? Les experts recommandent 5 mesures concrètes pour diminuer autant que possible le risque de souffrir d'hypertension et des conséquences liées à la maladie. La première consiste à adopter une alimentation saine, une alimentation contenant moins de matières grasses et plus de fruits et légumes. La deuxième consiste à éviter l'usage nocif de l'alcool. La troisième, à pratiquer une activité physique. La quatrième, à arrêter la consommation de tabac et l'exposition aux produits du tabac. Et la cinquième consiste à gérer le stress de façon saine, notamment par la méditation, l'exercice physique approprié et les relations sociales positives. Merci Félix. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité santé en parlant de la conférence sur la santé infantile organisée le 15 mai dernier par l'association américaine Corporate Council on Africa en partenariat avec l'USAID. L'un des invités à la conférence nous a rendu visite ici à la Voix de l'Amérique. Il s'agit du docteur Jean-Fidèle Ilunga Moubaï. Il est le coordonnateur national de la prise en charge intégrée des maladies néonatales et infantiles au ministère de la Santé en République démocratique du Congo. Pendant la conférence, il a abordé la question des soins communautaires dans son pays, des soins qui contribuent à une meilleure qualité des soins pour un plus grand nombre de Congolais. C'est ce qu'il nous a expliqué. Un site de soins communautaires, c'est un endroit où on peut offrir les soins aux enfants âgés de moins de 5 ans qui souffrent de la malaria, vous savez que c'est une grande maladie chez nous, de la pneumonie, qui est un problème de respiration, des infections de respiration, ou de la diarrhée. Ces 3 maladies tuent beaucoup les enfants dans notre pays. Et donc, on organise un endroit dans la communauté et ces soins sont offerts par quelqu'un de la communauté qui est formé pour offrir ces soins-là. Et quel est le bilan qu'on peut faire depuis que vous avez lancé ces sites de soins communautaires dans les régions de votre pays? Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 7000 sites de soins communautaires qui couvrent à peu près près de 8 millions ou 10 millions d'habitants. Et ça fait déjà un grand succès parce que beaucoup des enfants qui ne pouvaient pas avoir les soins pour la malaria, pour la pneumonie, pour la diarrhée, reçoivent ces soins dans la communauté facilement. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face pour leur mise en œuvre? Oui, les grandes difficultés aujourd'hui, vous savez, compte tenu du nombre de la population qui n'accède pas aux soins, il nous faut près de 20 000 sites au pays. Et si nous sommes autour de 7 000 sites, ça veut dire que nous en avons encore 13 000 dont on a besoin. Et ça veut dire si nous n'avons pas couvert avec les 13 000 qui restent, c'est beaucoup d'enfants encore qui ne peuvent pas accéder à ces soins. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à couvrir pratiquement tous les endroits où on en a besoin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous vous l'annoncions au début de ce programme, nous parlons cette semaine de la déshydratation. La déshydratation est définie comme l'état physiologique résultant d'une perte excessive du liquide corporel. En d'autres termes, c'est lorsqu'un individu perd du liquide par la diarrhée ou la transpiration, par exemple. La déshydratation peut être modérée. Dans ce cas, elle se caractérise par la soif, des besoins d'uriner moins importants, une langue sèche, pour ne citer que ces exemples. Mais la déshydratation peut aussi être sévère et même conduire à la mort. Pour en savoir davantage, notre correspondante Gabrielle Nina a rencontré le docteur Lumbala Jean-Pierre. Il est médecin généraliste à la clinique adventiste de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Quelles sont les causes de la déshydratation? La déshydratation a plusieurs causes, parmi lesquelles nous avons les causes qui peuvent être beaucoup plus entérales, c'est-à-dire les vomissements, la diarrhée,
voire même chez certains malades qui sont sous traitement diurétique, ils peuvent aussi faire la déshydratation. La déshydratation aussi peut se remarquer chez les diabétiques suite à cette augmentation de la quantité d'urine émise par jour. Et la déshydratation, finalement, peut avoir comme cause un manque d'apport en eau. Et quels sont les signes qui permettent de reconnaître qu'il en est victime de la déshydratation? Oui, le premier signe, c'est d'abord le fait d'avoir une cause qui entraîne la déshydratation. Dès que nous avons par exemple des vomissements, on se rend compte que le malade se déshydrate. Et dès qu'il n'est pas réhydraté, c'est-à-dire quand on ne compense pas cette perte de liquide, le malade se déshydrate. Dès que nous avons une diarrhée, le malade se déshydrate. Et ça se manifeste au premier niveau, il n'y a aucun signe qui apparaît, aucun signe objectif de déshydratation. C'est quand la déshydratation devient de plus en plus sévère que nous avons des signes qui apparaissent. Et ces signes peuvent être particulièrement, surtout chez les enfants, nous pouvons avoir les cernes oculaires. Pour les nourrissons, on a même la fontanelle antérieure qui est déprimée, nous avons la fatigue, nous avons les plis cutanés qui peuvent être paresseux ou pâteux ou persistants. Nous avons aussi des signes d'agitation parce que le corps en souffre énormément. La déshydratation est plus sévère chez l'enfant et chez le sujet âgé que chez le sujet jeune. Et quelles sont les conséquences de la déshydratation dans les corps humains ou sur les corps humains? Les conséquences sont tout à fait évidentes. Nous avons ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne au niveau du corps, qui dépend en particulier des compartiments hydriques que nous avons, des compartiments intracellulaires et extracellulaires. Et dès qu'il y a déshydratation, il y a perturbation des échanges au niveau de ces différents compartiments. Et il y a des organes qui en souffrent aussi sévèrement. C'est entre autres le rein qui souffre très sévèrement de la déshydratation. Nous avons aussi le système cardiovasculaire et les signes de déshydratation. Donc toutes les manifestations des signes de déshydratation sont des signes d'alarme qui signalent que, au-delà d'un certain seuil, le malade peut même en mourir. Quelle est l'importance de l'eau dans l'organisme? Y a-t-il une quantité d'eau raisonnable qu'il faut boire chaque jour? Il y a une quantité qui représente un seuil en dessous duquel il y a perturbation des échanges au niveau de l'organisme. Généralement, on recommande à chaque adulte de prendre au moins 1,5 litre à 2 litres par jour pour essayer de garder cette homéostasie interne, cet équilibre interne. L'eau aide dans beaucoup de choses dans l'organisme. C'est aussi un véhicule de différents échanges entre différents compartiments et il intervient à beaucoup de niveaux. Quelles sont les solutions possibles ou les choses à faire lorsque l'on est victime de la déshydratation? Oui, la solution dépend non seulement du degré de déshydratation, mais elle dépend aussi de la cause de cette déshydratation. Si c'est une cause infectieuse, telle que par exemple le choléra, on commence d'abord par réhydrater le malade en fonction de ce qu'il perd. C'est ça le principe du traitement de la déshydratation. C'est-à-dire on donne au malade ce qu'il perd. Comme il ne perd pas que de l'eau, il perd aussi des électrolytes, on va lui donner une solution où il y a l'eau et les électrolytes. Donc c'est ça le principe de la déshydratation. On ne donne au malade que ce qu'il a perdu. Y a-t-il des dangers à se réhydrater avec d'autres liquides que de l'eau? Par exemple, la bière, les jus, les boissons gazeuses. Je crois que on ne peut pas réhydrater un malade avec le sucré. On ne peut pas réhydrater un malade avec la bière. Parce que ce qu'il perd, ce n'est pas seulement de l'eau, mais il perd aussi les électrolytes. C'est ce qu'on doit lui donner. La bière a une autre composition qui est différente de ce que le malade a perdu. Dans la bière, nous trouvons l'alcool qui a aussi des effets sur certains organes du corps, particulièrement l'estomac, le foie et d'autres organes, le cerveau aussi. Et le sucré, par exemple, il n'y a que le sucre qui est le principal ingrédient et peut-être même le colorant. On ne sait pas donner au malade ce qu'il n'a pas perdu. Donc le principe de déshydratation, c'est ne donner que ce qu'il a perdu. Je pense que là, ça résume un peu les différentes solutions donc on peut utiliser pour réhydrater le malade. Y a-t-il des maladies qui sont causées par la déshydratation? Non, il y a des maladies qui ont comme conséquence la déshydratation. C'est-à-dire toutes les maladies qui entraînent plus de sorties que d'entrées entraînent la déshydratation.
Normalement, on doit garder l'équilibre en jouant sur la balance des entrées et des sorties. Quand nous avons une sortie qui est plus importante que l'entrée, là déjà nous entrons dans la phase de déshydratation. Donc la déshydratation, c'est plutôt beaucoup plus une conséquence qu'une cause des maladies. Et que pouvez-vous conseiller aux personnes qui prennent par exemple la bière au lieu de prendre de l'eau? Oui, nous savons que la bière, nous pouvons nous en passer. Le sucré, nous pouvons nous en passer. Mais l'eau, on ne peut jamais s'en passer. Nous en avons énormément besoin pour assurer un bon fonctionnement de notre organisme. Donc partout dans notre organisme, nous sommes en majorité constitués par un pourcentage en eau qui est plus élevé que les autres éléments. Nous remercions le docteur Lumbala Jean-Pierre. Il est médecin généraliste à la clinique adventiste de Lubumbashi en RDC. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Pour réhydrater la personne qui perd du liquide corporel, les personnels sanitaires ont parfois recours au sel de réhydratation orale. Il s'agit d'une solution contenant à la fois de l'eau et des sels minéraux, des éléments qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Quand et comment faut-il l'administrer? Peut-il avoir des effets indésirables? Nous avons cherché des réponses auprès du docteur Paluku Mulumbirwa, médecin au centre de santé de Kasabignolé à Béni, en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. En quoi sert le sel de réhydratation orale, SRO, et qui peut en avoir besoin? En fait, le sel de réhydratation orale sert à réhydrater, comme vous venez de le dire, une personne qui est déshydratée. Cela peut compenser sa déshydratation. Oui. Et comment prépare-t-on les SRO ou alors où trouve-t-on les SRO? En fait, les SRO normalement sont vendus en poudre. Pour utiliser ça, on fait une solution. On prend 1 litre dans lequel on met un sachet de ces poudres-là. C'est ça. Ça sera maintenant utilisé pour réhydrater la personne qui en a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait? Oui, ça se fait pour une réhydratation modérée. Une réhydratation modérée, c'est une situation où le malade n'est pas vraiment très déshydraté, si on peut le dire ainsi. Et comment utilise-t-on en général les SRO? Y a-t-il des risques connus pour l'organisme? Normalement, on utilise ça au besoin. Quand le malade est déshydraté, le malade le prend au besoin parce que c'est dans la situation où le malade a perdu, il a un déficit hydrique. C'est à ce moment-là qu'il peut utiliser les SRO. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut dire en termes d'aliments à consommer ou des comportements adoptés pour favoriser l'efficacité des SRO? En fait, pour cette efficacité-là, normalement, on utilise ça pour réhydrater. On peut prendre ça même après un repas, ce n'est pas aussi mal si on peut le faire ainsi. Et les risques à courir ici, on les prend sans repas ou avec repas? Il n'y a aucun risque parce que c'est aussi un daré comme d'autres darés. Ça combat une déshydratation parce que la personne a vraiment besoin du liquide dans l'organisme. Les cellules en ont vraiment besoin. Et quelles recommandations pouvez-vous faire à nos auditeurs si, malgré la prise du SRO, la déshydratation continue? En fait, ce que j'ai dit tantôt, quand on est déshydraté modérément, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser les SRO. Mais si la déshydratation est sévère, on peut recourir à autre mode de réhydratation, notamment la prise de liquide par voie parentérale. Les ringer lactate, le sérum glucosé 5%, ici de suite. Et dans votre zone ici de Béni, est-ce que ces cas de déshydratation sont enregistrés et quelles en seraient les causes? Oui, les cas de déshydratation sont enregistrés, notamment quand on a une gastro-entérite, quand on perd suffisamment beaucoup d'eau. À ce moment-là, on a vraiment besoin d'être réhydraté. Aussi, quand on est dans une période de sécheresse comme ça, on perd beaucoup d'eau pendant la transpiration. On a vraiment beaucoup besoin d'eau pour compenser cette déshydratation. Docteur Paluku, merci. Oui, c'est moi qui vous remercie. Parlons maintenant de l'eau. L'eau est l'un des principaux constituants de l'organisme. Selon des études, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%. L'eau participe aux nombreuses réactions chimiques dans le corps humain, facilite la digestion,
permet l'élimination des déchets métaboliques et aide au maintien d'une température constante à l'intérieur du corps. C'est pourquoi il est nécessaire de boire beaucoup d'eau. Mais alors, cette eau doit être potable. Voici à cet effet les conseils pratiques du Dr Blaise Kangano, médecin généraliste au centre de santé de référence de Beni en RDC. Il est lui aussi au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. C'est quoi une eau potable du point de vue médical? Une eau potable, si nous pouvons définir, nous allons nous baser sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définit une eau potable comme une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. En clair, une eau potable, c'est une eau qui ne contient pas d'agents pathogènes ou d'agents chimiques à des concentrations pouvant nuire à la santé de l'homme. Alors comment rendre son eau potable? Bon, pour rendre l'eau potable, il existe plusieurs méthodes simples d'ailleurs qu'on peut pratiquer même à domicile. D'abord, le but pour rendre son eau potable, c'est quoi? Le but de rendre l'eau potable avant sa consommation, ça permet de lutter contre les nombreuses maladies d'origine hydrique. Maintenant, les méthodes pour rendre son eau potable. Il y a plusieurs méthodes que l'on peut utiliser pour rendre son eau potable. Il y a la méthode qu'on appelle la filtration sur tissu. Ça, c'est la première méthode. Il y a la méthode de 3 récipients. Il y a la méthode qu'on appelle le traitement par ébullition. Il y a le traitement par chloration. Il y a aussi le traitement par filtre céramique. Il y a le traitement par filtration sur sable. Il y a la méthode de naïade. On utilise les rayons UV. Il y a aussi la méthode de sodique et plusieurs autres. La filtration sur tissu, cela permet d'éliminer les principales impuretés solides de l'eau ainsi que les larves d'insectes susceptibles d'y s'y trouver. La méthode de 3 récipients, ça joue presque le même rôle que la filtration sur tissu. Il y a le traitement par ébullition. Cela permet de tuer la totalité des germes et les micro-organismes présents dans l'eau. Et pour cela, l'eau doit être préalablement filtrée. Il y a le traitement par chloration. C'est un moyen simple et efficace pour désinfecter l'eau à vue de la rendre potable. Oui, elle consiste à introduire des produits chlorés, donc du chlore, dans l'eau pour tuer les micro-organismes qu'elle contient. Après un temps d'environ 30 minutes, l'eau est potable. Il y a traitement de filtration sur sable. Le filtre à sable est un moyen de traitement des eaux écologiques, relativement simple et peu coûteux. Son principe est de faire percoler de l'eau à travers une couche de sable. C'est en fait ça. D'autres méthodes, il y en a nombreuses. Quelles sont les maladies causées par une eau qui n'est pas potable? Il y a plusieurs maladies. Nous pouvons citer notamment la fièvre typhoïde, la dysenterie, le choléra, surtout ici chez nous. Et quels sont les dangers d'une mauvaise utilisation de l'eau de javel pour purifier son eau? Le danger que peut courir une personne, c'est l'intoxication. Il y a des produits chimiques qui peuvent se trouver dans cette eau-là de javel qui peuvent causer du tort. Il peut y avoir des toxiques qui peuvent entrer dans l'organisme. Oui. Alors, il se dit parfois que l'eau distribuée par les compagnies de distribution d'eau contient de produits toxiques pour les corps humains. Est-ce vrai? Je ne pense pas que l'eau distribuée par les compagnies de distribution d'eau peuvent contenir des produits toxiques pour nuire à la santé parce que ces compagnies-là utilisent quand même des personnels qualifiés qui savent traiter de l'eau du site de captage jusqu'à la distribution. Et ils utilisent quand même des produits qui essaient un peu de purifier ces eaux-là. Je ne crois pas que nous pouvons accuser à tort ces compagnies-là. Docteur, merci. Merci, monsieur le journaliste. Nous remercions les docteurs Paloko Molombirois et Blaise Kangano, médecins traitants en RDC. Ils étaient au micro de notre correspondant, Erikas Mouissi. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Guenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit.
Est-ce que c'est normal, docteur? Jusqu'à quel âge il peut s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je vais faire pour mon frère? Il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une miction, c'est une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire, vraiment, et puis surtout de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit très précocement, mais il y a d'autres qui vont être propres la nuit tardivement. Mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Là aussi, on a 10 à 15% des enfants de 5 ans qui font encore pipi au lit et lorsqu'ils ont 8 ans, ce chiffre tombe à 6 à 8% et lorsqu'ils ont plus de 8 ans, à savoir 10 ans comme le frère de l'auditeur qui appelle, ce chiffre tombe entre 1 et 2%. Mais il faut avouer que progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vésicale-là avec l'âge. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. C'est des médicaments qu'on donne contre ce qu'on appelle l'énurésie, médicament qu'on donne vraiment contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les 2 mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. Voilà ce que je pouvais dire à cet auditeur. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la déshydratation, une situation qui survient quand le corps humain perd des liquides corporels, soit du fait des maladies, soit à cause de chaleur ou de la sécheresse. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Lumbala Jean-Pierre, médecin généraliste à la clinique adventiste de Lubumbashi en RDC. Il nous a expliqué avec plus de détails les causes, les manifestations et les mesures pratiques pour faire face à la déshydratation. Nous avons écouté 2 autres spécialistes, le docteur Paluku Mulumbiroa, médecin au centre de santé de Casabignolé. Il nous a parlé du sel de réhydratation orale, une solution utilisée pour réhydrater le corps humain. Un autre spécialiste, le docteur Blaise Kangano, médecin généraliste au centre de santé de référence de Béni, nous a parlé du traitement de l'eau qui doit être potable pour éviter des maladies hydriques. À tous, nous disons merci. Un grand merci à Félix Yepassis qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci aussi à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Eric Asmoussi à Béni, qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Chick Thiero et de Carl Stalin qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.